Bien, je déclare ouverte cette session du conseil municipal de Marsanne du jeudi 17 septembre 2020. Donc, je déclare comme secrétaire de séance la benjamine de l'équipe, à savoir Madame Amandine Berth, qui va nous lire l'ordre du jour. Alors, appel nominal des conseils municipaux pour noter les présents, les excusés, les absents et les délégations de vote. En 2, approbation du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2020. En 3, présentation de l'Office national des forêts de Drôme-Ardèche par M. Vincent Martel, intervenant extérieur. En 4, désignation du représentant titulaire et de son suppléant de la commission locale d'évaluation des charges transférées de Montélimar-Aglo. En 5, désignation des élus ayant délégation du maire pour la sécurité préventive dans les ERP. En 6, désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. En 7, décision d'effacement de la dette de M. Joël Moulin, demande de la DGFiP suite à décision de la Banque de France. En 8, validation de l'achat d'une bande de parcelles de terrain de la commune. Non. Par la commune, pardon. En 9, procédure d'évolution du plan local d'urbanisme. En 10, point sur la campagne 2020 de la facturation de l'eau. 11, point des services techniques. En 12, point sur les commissions communales. En 13, point sur les commissions communautaires. Merci pour cette lecture. Donc, nous allons attaquer par le point 1, l'appel nominal des conseils municipaux, pour noter les présents, les excusés, les absents et les délégations de vote. Alors, Lagier Damien. Présent. Porte Bernadette. Présente. Polnar Stéphane. Présent. Urlacher Yolande. Présente. Nocera Fabrice. Absent excusé, pouvoir à M. Stéphane Polnar. Petit Pierre. Présent. Vivier Muriel. Présente. Greslick Sophie. Présente. Frédier Pascaline. Présente. Comte Raphaël. Présent. Reynaud Yann. Présent. Bert Amandine. Présente. Chambol Philippe. Présent. Hugon Frédéric. Présente. Henri Jean-Christophe. Présent. Merci. Je vous présente les excuses de Fabrice Nocera, qui est cas contact sur son lieu de travail et qui a préféré ne pas venir ce soir pour protéger tout le monde. Voilà, comme on lui a demandé. Et je rappelle que comme indiqué par le ministre de la Santé cet après-midi, les cas contacts des cas contacts ne sont pas des cas contacts. On réfléchirait à ça. Point suivant de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2020. Donc nous avons eu un problème sur ce procès-verbal, qui est que le site internet apparemment n'a pas marché sur l'insertion du fichier quand je l'ai fait. Et en fait je l'ai fait le dimanche et je suis venu l'afficher le dimanche, mais à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc je vous donne trois choix, soit on l'approuve quand même, soit Madame la secrétaire de séance fait la lecture et on l'approuve après, soit on reporte au prochain conseil municipal l'approbation du procès verbal, sachant que c'était quelque chose qui n'était pas fait avant le mois de mai par la municipalité précédente. Donc, je vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, j'ai rien compris. Oui, pas tout J'ai fait c'était la semaine où il y a eu l'incendie, le problème d'eau. Ouais. Oui. J'ai fait ce procès verbal le week-end, le dimanche. C'était le procès verbal du conseil Du municipal. 23 juillet précédent. Et je suis descendu et je ne l'ai pas affiché dehors, parce que je n'ai pas encore passé mon diplôme de secrétaire de mairie, mais ça m'arrivera un jour, je l'ai affiché dans le hall de là où il y a les arrêtés. D'accord. Et il faut le mettre dehors. Je ne sais pas s'il faut le mettre dehors, en tout cas les gens ont l'habitude de le voir dehors. Non, Oui, mais il est bien indiqué que les textes Voilà. vont être affichés, il n'y a pas de Non, place. mais voilà, parce qu'on a eu une remarque d'une personne, c'est pour ça que je vais faire jouer ce qu'on veut. Et parallèlement à ça, je me suis aperçu que l'import du PDF que j'ai fait sur site n'a pas marché parce que le site est plein de. Il n'y a plus de place sur l'espace serveur. J'ai fait cette semaine avec quand on s'en est aperçu cette semaine, on a fait la modification avec la personne qui gère le site et là maintenant il est sur le site. Mais voilà, comme il n'était pas affiché, si vous voulez, on le affiche jusqu'à la prochaine fois et on le vote la prochaine fois, ce qui ne change pas grand-chose. Sans rejet de la loi, tout le monde est affiché. Voilà. Dehors ou dedans. Oui, parce que comme du coup certains ont peut-être voulu aller voir et ils sont étonnés qu'il n'y était pas. La délibération a été affichée, monsieur. Par contre, tout au reste était affiché, oui, c'est vraiment que le compte rendu. Voilà.
Donc je vous laisse le choix, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est bon. On l'approuve? Voilà, très bien. Donc pour l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 23 juillet 2020, qui est donc sur le site internet désormais et affiché dans le hall avec les délibérations, pour l'approbation, qui est contre, qui s'abstient, donc approuvé à l'unanimité. Le point suivant de l'ordre du jour est donc l'intervention de M. Vincent Martel pour une présentation de l'Office national des forêts, Drôme et Ardèche. Oui, bonsoir. Donc, Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Vincent Martel. Tu peux enlever ton masque si tu restes là. Oh, non, ça ne me dérange bon pas. Ça me dérange pas. Voilà. Donc rapidement, l'Office des forêts en France, on gère 30% de la forêt française. Peu de gens le savent. Les 70% restants sont de la forêt privée. Le NEF s'occupe uniquement des 30% restants. Pour ce qui est de le service interdépartemental Drôme-Ardèche, donc on a notre bureau qui est à Valence avec 2 antennes, une à Aubenas et une à Guy. Et l'ensemble du personnel, cela représente 80 personnes. Vous avez 30 personnes qui sont dans les bureaux, donc les administratifs, les chefs de service, les chefs de projet, et 50 personnels qui sont sur le terrain. Parmi ces 50 personnes, vous avez 2 unités, on appelle ça une unité territoriale, qui sont en Ardèche, et 5 dans la Drôme. Donc ça représente 50 personnes. Et moi, je fais partie d'une unité territoriale qui s'appelle UT territoriale Sud-Drôme. Donc on est 10 agents et un chef de secteur qui est assaillant. Donc notre unité Sud-Drôme, on couvre 100 communes, 14 forêts domaniales et la forêt départementale dessous. Pour vous donner une idée des surfaces, cela représente 35 000 hectares de forêts gérées par l'UT Sud-Drôme dont je fais partie. Concrètement, pour moi, ça implique quelquefois d'aller aider mes collègues, entre autres pour les opérations de martelage où on désigne les arbres à couper qui sont vendus aux professionnels. Donc ça m'arrive régulièrement de me retrouver à la forêt de Soux, à la Motte-Chalancon, la vallée du Toulourenc, pour ceux qui connaissent, Rianet, la forêt de Mayal de la Thune, voilà. Ça fait partie de quand on travaille en équipe. Pour ce qui me concerne, je m'occupe de 11 communes différentes. Une forêt domaniale, la forêt domaniale d'Étonil, qui est à 40 km d'ici. Bien entendu, le gros morceau en surface, c'est la forêt de Marsanne, qui fait 1034 hectares. Et pour vous donner, bon, il y a Miremont, 8 hectares, et toutes les forêts environnantes. La plus éloignée, donc, c'est la forêt domaniale d'Étonil, qui est à 40 km. J'ai la forêt communale de Pierre-Latte, qui est sur le territoire de Donzère. Et puis aussi un gros morceau, c'est la forêt communale d'Alain. Donc à ces 80 personnels se rajoutent une trentaine d'ouvriers forestiers avec leur encadrement. Les ouvriers forestiers sont bien entendu des personnels ONF, soit des CDI, soit des CDD. Et ce personnel travaille pour le compte des communes, pour le compte de privés. On travaille également en conventionnel pour la CNR, pour l'EDF, pour des particuliers, pour des abattages d'arbres. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le conventionnel, qui s'ajoute aux travaux qu'on réalise pour les communes ou les travaux réalisés en forêt domaniale. Pour ce qui concerne mon travail, c'est principalement du travail d'encadrement. Quand je dis encadrement, bon, pour vous donner un exemple, entre autres sur Marsanne, c'est ce qui est au moment des coupes de bois pour les affoagistes, les coupes qui sont vendues aux professionnels. Au moment où on a eu créé des pistes également, ça c'est mon travail d'encadrement. Le seul travail que fait le garde forestier de ses mains, c'est l'opération, ce que je disais, quand on part en martelage en équipe, où on se sert d'un petit outil forestier pour marquer les arbres. C'est le seul travail qu'on fait de nos mains. Autrement, c'est du travail encadrement pur et dur. Pour ce qui est de nos contacts avec les communes, donc les communes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une commune qui a une forêt est tenue par le code forestier de la soumettre, c'est le terme employé, de la soumettre au régime forestier. La soumission permet une gestion durable des espaces et surtout la préservation des espaces, bien entendu en prenant en compte l'intérêt des propriétaires. C'est le régime forestier. Et c'est une obligation par la loi. Par contre, pour la forêt communale, tout ce que l'on fait en forêt communale
doit être bien entendu approuvé par une délibération du conseil municipal. Et notre travail de gestionnaire en forêt communale s'appuie sur un document, c'est le document d'aménagement qui a été refait en 2010. C'est un document de gestion qui a été établi en 2010 et qui s'étale jusqu'à 2029. C'est un document qui est consultable, qui est très intéressant. C'est un document de gestion pur et dur qui prévoit les différentes coupes, qui prévoit différentes interventions, qui prévoit un budget bien entendu, avec un prévisionnel, etc. etc. Et on s'appuie souvent sur ce document d'aménagement pour quand chaque année l'Office fasse des propositions de travaux ou d'autres choses en forêt. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien décider, on ne peut engager aucun travaux sans une délibération du conseil municipal, une approbation du conseil municipal. Après, le mode de réalisation qu'on peut faire, il y a 3 possibilités. Soit l'Office intervient sous le régime de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire il y a des marchés qui sont attribués et l'Office est rémunéré sur un pourcentage du marché, on appelle ça la maîtrise d'œuvre. On travaille aussi en OET, on appelle ça l'Office entreprise, où à ce moment-là, on fournit un devis clé en main, on réalise la prestation et vous nous payez. Ou la commune peut aussi travailler, on appelle ça de la régie communale. Vous intervenez dans votre forêt, bien entendu quand même en relation avec l'aménagement, et c'est vous qui faites réaliser les travaux, qui faites l'encadrement, moi je n'interviens pas. Sauf si bien entendu il y avait une contradiction évidente par rapport à l'aménagement ou une aberration, voilà, c'est rarement le cas. Question souvent qu'on me pose également, ce que paie la commune. Depuis quelques années, les communes forestières sont astreintes à ce qu'on appelle les frais de garderie qui s'élèvent à 2 € de l'hectare annuellement. Pardon, la taxe à l'hectare, je confonds, la taxe à l'hectare qui depuis quelques années est à 2 €, c'est 2 € l'hectare. Donc pour Marsanne, faites le calcul. Et à cela se rajoutent les frais de garderie, ça c'est important. Les frais de garderie pour Marsanne s'élèvent à 12% et ces frais de garderie s'appliquent systématiquement sur toutes les recettes qu'il y a en forêt communale. Quand je dis toutes les recettes, pour Marsanne, il y a 4 lignes. Il y a les éoliennes, il y a le relais télécom des éoliennes, il y a la forêt de Robin, et il y a les lignes EDF, avec les pylônes EDF qu'il y a sur la forêt communale. Voilà, ces 4 lignes sont astreintes aux frais de garderie, et à cela se rajoutent les frais de garderie sur les coupes qui sont éventuellement vendues. Voilà. Bon an, mal an, sur le bilan forestier des 30 dernières années, j'ai ce chiffre en tête, les frais de garderie s'élèvent à 4 000 € sur la moyenne des 30 dernières années. En sachant que sur le dernier bilan communal à mi-aménagement qu'on a fait, je vous ai communiqué il n'y a pas longtemps, le chiffre est un peu supérieur, mais avec des recettes aussi supérieures. Donc bien entendu, c'est en relation recettes supérieures, frais de garderie supérieurs, c'est aussi logique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur le régime forestier, le financement du régime forestier, il est assuré par 85% par l'État. Ce n'est pas les frais de garderie de la commune qui financent l'Office des forêts, bien entendu. Ils participent, bien entendu, à part entière. Mais c'est ce qu'on appelle le versement compensateur de l'ECA qui fait fonctionner l'Office des forêts. Ce versement compensateur est remis en cause régulièrement. On est bien placé pour le savoir parce qu'en 25 ans, on a perdu 30% de nos effectifs, aussi bien au niveau départemental que national. Et je pense qu'on n'a pas tout eu. Mais ça, malheureusement, c'est des choix, c'est un autre problème. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le fonctionnement. Voilà, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a pas mal d'années que je suis sur Marsanne. Quelles que soient les municipalités, il y a toujours eu un suivi sur ce qu'on a fait en forêt. Quelquefois, il y a eu des petites tensions, c'est normal, ça ne peut pas toujours marcher. Mais dans l'ensemble, c'est toujours... je pense que pour moi, c'est toujours bien passé. Même le relationnel avec, entre autres, la commune de Marsanne, parce que je n'ai pas que Marsanne. Voilà. Là, il va y avoir la commission de la forêt, où elle est peut-être déjà nominative, où elle va se mettre en place. Donc après, tout ce qui est cas particulier, bien entendu, on en discute en commission de la forêt avant décision après sur un conseil municipal, suivant les propositions qui sont faites. Dernier point, je suis tenu aussi annuellement vous faire une présentation les programmes de travaux annuels, c'est une obligation qui sont en relation souvent avec l'aménagement. Sur Marsanne, depuis quelques années, ça se limite, c'est quand même des sommes importantes, ça se limite souvent à la délimitation de la fourrage,
la création des pistes de débardage pour la fourrage, l'entretien des pistes forestières sur les accotements. Voilà. Et depuis quelques années aussi, on a fait aussi de l'entretien de limites de la forêt communale. Donc bien entendu, on fournit un devis ou on demande des devis et la commune approuve ou pas ce que je propose. Et si c'est approuvé, si sur 5 lignes de travaux, si vous en approuvez 5, on en réalise 3, pardon. Et bien entendu, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est toujours le choix de la commune. Voilà, je crois que je n'ai pas dépassé mes 10 minutes que je m'étais alloué. Et c'est à quel moment Pardon? ce choix de travaux, c'est à quel moment? Ben, on nous demande souvent de le faire maintenant, on nous demande souvent avant vos budgets donc pour 2021, vous budgétisez souvent au 15 mars, nous il faut qu'on fasse nos propositions avant. Hein. Très bien. Souvent on fait ça en janvier, même des fois, on l'a eu fait certaines fois, mais souvent en janvier, février, Très bien. je provoque la réunion commission de la forêt et je fais mes propositions. S'ils ont aussi des propositions à faire, bien entendu, ils les font. C'est pas que moi qui... Voilà. Très bien. Le document que vous avez présenté tout à l'heure, il est consultable, on en a un exemplaire en mairie ou pas? Oui, bien sûr, il y a un exemplaire qui est consultable et je crois qu'il est aussi consultable sur Internet. Mais sous réserve, parce que je crois que c'est 2010, je sais, mais je vous le dirai. Les derniers aménagements, c'est sûr, sont consultables sur Internet. Très bien. Ce qui est intéressant d'aménagement, je reviens à l'aménagement parce que c'est un peu c'est intéressant, c'est surtout la carte dépeuplement de la forêt de Marsanne. Ça, c'est un peu la base du travail du forestier, où en 2010, la forêt de Marsanne est divisée en 50 parcelles. Ces 50 parcelles, j'étais dedans, de droite à gauche, de gauche à droite, et je les ai décrites. Et cette description de mon parcellaire, la finalité, c'est la carte dépeuplement que vous avez dans l'aménagement. Et ça, c'est le descriptif de la forêt à l'instant T, voilà, c'est le document de base de gestion. Voilà. Très bien. Je vous ai tout dit, je vous laisserai juste trois plaquettes. Il y a des questions, je crois. Oui, alors j'ai une question Pardon. sur ce dossier d'aménagement. Il est réalisé par qui? Les projets sont décidés par qui? Non, Ces déjà, projets sur pardon. plusieurs Alors, la années. première chose qu'on fait quand l'aménagement de 2010 fait suite à l'aménagement qui existait avant. Quand on va arriver en 2029, ne vous inquiétez pas, j'y serai plus, ce ne sera pas moi. De 2010 à 2029, qui décide de ces aménagements sur toutes ces années? Ce que je veux dire, c'est quand on fait un nouvel aménagement, la première chose qu'on fait, on consulte le propriétaire pour savoir ce qu'il attend de sa forêt. En fonction des attentes du propriétaire, à ce moment-là, on rentre dans la phase description de ces fameuses parcelles, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à couper, ce qu'il n'y a pas à couper, est-ce qu'il faut faire une piste, est-ce qu'il faut faire la DFCI, des feux contre incendie, est-ce qu'il faut poser une citerne DFCI, mais au départ, malgré tout, on recueille ce que veut le propriétaire. Donc, en l'occurrence, c'était la commune en 2010 qui avait des demandes. Oui, bien sûr, nous, on a consulté le conseil municipal de l'époque, on a dit qu'est-ce que vous attendez de notre forêt, recueil des données, etc., et ça a débouché sur ce document. Voilà. Bien entendu, le document est comme document c'est un document de gestion. Certaines choses, on ne l'a pas fait pour différentes raisons, mais c'est indicatif, c'est un document de travail. Ok. Voilà. Pardon. J'ai une petite question, j'ai deux questions. La première question, c'est comment se porte la forêt de Marsanne? Ce que je peux dire, la forêt de Marsanne, c'est le propre de beaucoup de forêts dans la région. Moi, je le constate depuis pas mal d'années, comme beaucoup de personnes. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant sur le dépérissement de pas mal en particulier la hêtraie méditerranéenne. C'est impressionnant. Tu as dit quoi? Le hêtre, c'est un arbre forestier qu'on trouve au-dessus de 450 mètres d'altitude. Et nous, on appelle ça la hêtraie méditerranéenne parce qu'on est en limite de cette végétation. 450 mètres, le point culminant de Marsanne, c'est 586. Et dans cette tranche 450-586, on a de la hêtraie, qu'on appelle hêtraie méditerranéenne, mais qui subit plein pot, ce qui est sûr, c'est pas le réchauffement climatique avec des mortalités importantes, très importantes, c'est assez surprenant. Le déclencheur a été 2003, ça nous a ouvert un peu les yeux, la grosse chaleur de 2003. Et après réflexion, les gens de terrain, on s'en aperçoit, c'était en place déjà depuis quelque temps, c'est certain. Et là, ça prend des proportions partout, hein, partout. C'est-à-dire qu'en fait, la typicité des forêts locales, c'est-à-dire à ce niveau-là de la France, oui, elle est, ça va évoluer. Elle évolue de par le changement climatique. Exactement. Je peux donner un exemple tout simple. En 89, quand j'ai fait le premier aménagement, je décrivais une parcelle, 60% de hêtres,
J'ai une parcelle, je n'ai plus le numéro de parcelle en tête, peu importe, 60% de haies, 40% de chêne pubescent. La même parcelle en 2010, j'ai inversé la tendance. Okay. Une parcelle de chêne pubescent que je décrivais 60% de chêne pubescent, 40% de chêne vert, c'est à Parisot, chez Jean-Marie Mondé. En 2010, j'ai inversé la tendance. C'est le chêne vert qui prend le dessus, essence méditerranéenne. Donc en gros, c'est ce qui se dit, les essences méditerranéennes remontent tout doucement, c'est logique. Mais elles prennent la place des essences du Nord, quoi, c'est ça? Eh bien, oui, c'est ça. Oui, non, mais je comprends voilà. bien. Et j'ai une deuxième question, enfin, une autre question, j'en aurai deux autres finalement. Première question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? J'imagine que non. Pour l'instant, non. Nous, ce qu'on a comme consigne et ce qui se fait au niveau national, bien sûr qu'il y a une réflexion qui est prise en compte depuis longtemps sur certains modes d'exploitation, sur certaines essences, les essences et les arbres forestiers, en particulier dans les zones où ils font encore des plantations, il y a une réflexion importante à avoir. Qu'est-ce qu'on plante? Qu'est-ce qu'on plante? Qu'est-ce qu'on ne replante pas? Ou qu'est-ce qu'on ne cherche pas? Est-ce qu'on ne cherche pas à revenir à de la régime naturelle d'arbres de pays plutôt que d'implanter? Voilà, c'est une réflexion qui est en cours. Et ça va être sur quelques années. Et il y a quelques jours, il y a une série d'articles dans le Monde, justement, où sur tous les gens qui se posent ces grandes questions sur les forêts. Donc il y a l'ONF, mais il y a aussi l'INRA, il y a beaucoup de gens, et qui essayent de sortir des réflexions pour aider les décideurs, comme les mairies par exemple, à voir l'avenir de leurs forêts, sur les futures plantations, sur les futurs modes d'exploitation. Mais c'est des réflexions assez profondes et scientifiques, hein, c'est pas avec les paramètres connus actuellement de l'évolution du climat. Mais ça touche toute la France. Hein. Pas... Ah oui, non, de toute façon, plus on monte en France, plus les impacts sur la sécheresse sont importants. Parce que les climats, plus on monte, plus au départ il y a de l'humidité, des zones de pluviométrie, c'est ceux-là qui souffrent le plus en premier. Bon, je m'excuse, voilà. Dernière petite question. Concernant, je voudrais savoir si c'était de ta responsabilité au niveau des sangliers, ce qu'il en est dans la forêt de Marsanne. Dans le cadre de mon travail, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, j'ai une assermentation totale chasse, pêche, nature et tradition, comme je dis, donc je peux relever toute infraction concernant la nature, les chasseurs, les pêcheurs, il n'y a pas de, voilà. Sur la problématique sanglier, bien entendu que je suis partie prenante sur les réunions qui ont lieu à la maison de la chasse avec la fédération. C'est m'est arrivé de donner mon avis, mais au niveau décisionnel, je donne mon avis, mais c'est pas mon... Sur le problème de la chasse sur Marsanne, il y a une ACCA, voilà. Moi, je peux donner ce que je remarque, quelques conseils, mais après, mon rôle s'arrête là. Hein. Sauf, bien entendu, après, sur des contrôles où s'il y avait un problème particulier, ça rentre dans le cadre de mon travail. D'accord. Bon, comme tu es pressé, j'arrête là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je sais que c'était important pour toi de nous présenter, c'était aussi important pour nous de voir, et voilà, régulièrement, n'hésite pas à venir, ça fait partie. Petite anecdote, Damien, comme il y a quand même pas mal d'années que je suis ici, j'ai eu affaire à ton père en tant que maire l'année où je suis arrivé. Voilà. Ça fait combien de temps déjà qu'on a dit ça? J'ose pas le dire. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 32 ans. Ouais, 32 ans, plus de temps. Je suis arrivé en mai 88, en droite ligne de la Corse. Avec une Corse d'ailleurs. Messieurs, dames, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bien, voilà. Point suivant de l'ordre du jour. Désignation du représentant titulaire et de son suppléant à la commission locale d'évaluation des charges transférées collecte de Montélimar Agglomération. Alors, nous avons reçu un courrier de monsieur le président de Montélimar Agglomération qui nous signifie que lors de sa séance du 29 juillet 2020, le conseil communautaire a décidé la création de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Cette commission est composée de conseillers municipaux des communes membres. Donc il nous demande de leur envoyer une désignation. Est-ce que tout le monde est au point avec la collecte? Non. Voilà. Je vous laisserai regarder. En gros, je vous lis le premier paragraphe de la fiche Wikipédia sur la collecte, comme ça je pense que c'est assez clair. En France, la commission locale d'évaluation des charges transférées a pour rôle d'assurer pour un établissement public de coopération intercommunale, donc pour nous Montélimar Agglo et ses communes membres, la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et du transfert de compétences. En effet, si le PCI fait le choix du régime fiscal de la taxe professionnelle unique, ce qui est notre cas, signifie que le PCI prélève lui-même la fiscalité professionnelle, les communes membres reçoivent une compensation, une attribution versée chaque année.
celle-ci est minorée des transferts de compétences qui ont été évalués par la CLEC. En gros, donc on ne collecte plus, nous, en tant que commune, les taxes professionnelles, et donc du coup, l'agglo doit nous les reverser au centime près, moins ce qui est estimé qu'on leur doit, notamment pour l'assainissement, des choses comme ça, tout ce qu'ils prennent en charge, le transport, etc. Voilà, donc c'est en gros ça. Donc généralement, moi je me suis renseigné auprès de mes collègues maires, et en fait, il est d'habitude que ce soit le maire qui représente la commune. Donc je ne sais pas pourquoi on fait une délibération là-dessus, mais bon, bref. Donc je vous propose de vous représenter à la CLET, et comme adjoint avec M. Nocera qui pourra le faire si jamais je suis indisponible. Voilà. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Très bien, je vais donc mettre au vote cette délibération. Je vous demande de voter pour me désigner, donc Daniel Lagier, délégué à la CLET. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons une désignation des élus ayant délégation du maire pour la sécurité préventive dans les ERP. Est-ce que pour les ERP, tout le monde sait ce que c'est? Non. Bah, quand même, avec quelqu'un dans ton équipe, comme M. Chambol, mais on a chacun nos spécificités. Il a ses spécialités, j'ai les miennes. Donc un ERP, c'est tout simplement un établissement recevant du public. D'accord? Et donc j'ai régulièrement des commissions de sécurité lorsqu'il y a un changement de destination, lorsqu'il y a une ouverture, une fermeture, une ouverture, etc. Et donc il faut une liste de délégués. Je pense que aussi qu'il va y avoir des problèmes à certains moments, des questionnements notamment de la préfecture. Donc le maire est par défaut le référent, mais peut donner délégation, ce qui est plutôt de bonne loi en cas d'urgence. Donc donner délégation, ce qui concerne la sécurité préventive dans les ERP aux élus municipaux. Donc Stéphane, tu t'en es occupé de cette délibération? Oui. Alors j'ai proposé les conseillers municipaux qui faisaient partie de la commission du bâtiment. Très bien. Voilà. Donc moi-même, Stéphane Polnard, Yann Reynaud, Pierre Petit et Bernadette de Porte. Voilà. Je voudrais bien en faire partie aussi. On n'a pas été. Parce que Vous êtes au bâtiment. des commissions de sécurité. C'est pour la place de Philippe. Ouais. Ça serait le plaisir de vous voir un petit peu parce que je ne vous vois jamais, ça serait l'occasion. Donc c'est parfait. Eh ben, qui veut laisser la place à M. Chambol? Il m'en faut 4. Moi, je laisse la place à M. Chambol. Eh ben, on remplace Pierre Petit par M. Philippe Chambol. C'est bon? Si ça... Donc tout le monde est d'accord. je propose au vote de donner délégation pour tout ce qui concerne la sécurité préventive dans les ERP aux élus municipaux suivants, M. Stéphane Polnard, M. Yann Reynaud, Mme Bernadette Porte et M. Philippe Chambol. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, en vous remerciant. Point suivant de l'ordre du jour. Désignation des élus, non, des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Alors, tout le monde sait ce que c'est, une commission de contrôle des listes électorales? Non. Non mais je vais vous expliquer. Il vaut mieux avoir l'air une fois idiot que d'être un con 50 000 fois. Tu vois. Donc une fois qu'on me l'a dit, j'ai compris. Bon, après, c'est une fois par mandat. Donc, c'est vrai, Pardon? c'est une fois par mandat. Ouais. On verra pour le prochain mandat. Bien, conformément à l'article 19 du Code électoral, dans chaque commune, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs, s'assure de la régularité des listes électorales de la commune et peut, à la majorité de ses membres, réformer les décisions du maire relatives aux listes électorales et procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou dûment inscrit, tout simplement. Donc c'est régulièrement, ça doit notamment à l'approche des élections, que vous le faire. Les prochaines élections sont les départementales l'année prochaine. Il va y avoir une réunion. Une fois que le préfet aura notre liste, il va nous donner une date limite pour réviser les listes électorales. Donc
il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est les communes dans lesquelles 3 listes ou plus sont représentées au conseil municipal, ce qui n'est pas notre cas. Le deuxième cas, c'est les communes dans lesquelles 2 listes sont représentées au conseil municipal, c'est donc notre cas. Et je vous dis juste pour information qu'il y a un troisième cas, communes dans lesquelles une liste est représentée au conseil municipal. Donc je vais vous dire ce qui se passe pour les communes dans lesquelles 2 listes sont représentées au conseil municipal. Donc la commission est composée de 5 conseillers municipaux, dont 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 2 conseillers appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur les listes électorales ne peuvent siéger au sein de cette commission. Donc, il faut que les personnes que je vais appeler me disent s'ils sont d'accord pour faire partie de cette commission. La première personne étant Monsieur Pierre Petit. Oui. Volontaire. Très bien. Vous êtes prêt à participer aux travaux? Oui. Très bien. Madame Muriel Vivier. Vous avez le droit de dire non. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas le temps de réfléchir. C'est bien que j'en sache un peu plus sur l'émission, la fréquence, etc. Et je viens de dire, avant chaque grande élection, il y a une révision de liste. C'est juste. Enfin, disons que la liste, on la révise régulièrement. D'accord. En fait, vous êtes obligé de contrôler ce que nous, Marinès et moi, on va faire sur les listes. Voilà, ça veut dire. Très bien. L'examen des réclamations éventuelles. Voilà. Et voilà. Madame Sophie Gralzik. Alors, ça, voilà, il faut qu'il y ait une connaissance des habitants de Marsanne. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai un peu coincé sur la connaissance des habitants de Marsanne. J'ai pas une super grande connaissance des habitants. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Je dirais non. 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 Très bien. Madame Pascal Estrelier, donc elle ne peut pas puisqu'elle a une délégation. Donc après, on arrive à Monsieur Raphaël Comte. Oui, c'est bon. Monsieur Yann Reynaud. Voilà, donc on a les 3 de la liste majoritaire. Et après, nous avons Monsieur Philippe Chambol. Madame Frédéric Hugon. Et Monsieur Jean-Christophe Farid. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le choix maintenant. Ah, mais on en avait parlé avant, on était d'accord. Ouais, bah oui, oui. Je n'en doute pas. Par rapport à vous. Frédéric connaît tout le monde sur Marsanne. Tiens, tu me remplis, je le signe, parce que vous voyez tout de suite après, de la bourrade. Très bien. Merci. On a le droit d'ajouter quelque chose? Oui, oui, enfin, il faut que Mais ça ça va soit en être- rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais bien parce que sûr, ça va l'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote cette commission? Bah, le maire, je pense. Ok, donc dans ce cas, est-ce que tu peux nous en informer suffisamment à l'avance? C'est pas moi qui vais définir ça. Parce que le problème, c'est une question d'organisation. Oui, C'est vraiment- voilà. c'est le Pour préfet Fred qui et va pour moi, décider. quoi. Hein. Et pour les autres. C'est le préfet qui va décider ça. C'est le préfet qui Qui décide de la date et tout? Bah, qui va dire qu'il faut que ça soit telle semaine, etc. etc. oui. Généralement, il le précise suffisamment d'avance. Donc les listes à c'est fait. Donc point numéro 7, décision d'effacement de la dette de M. Joël Moulin suite à une demande de la DGFIP. Donc M. Joël Moulin habitait Marsanne, apparemment. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Oui. C'est l'ancien brocanteur, non? Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. C'est un joueur de poker. C'est un joueur de poker. Ouais. Bah, apparemment, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Comme beaucoup de joueurs de poker. Puisqu'il est donc passé en commission de surendettement et donc il n'est plus solvable. Et donc nous avons reçu un courrier, enfin copie de son courrier de courrier de la Banque de France qui nous indique, enfin la DGFIP nous envoie le dossier, si ça intéresse quelqu'un, je fais passer, pour effacer ses dettes à la mairie de Marsanne, qui s'élève à
1613,40 euros. C'est des dettes de. Pardon. C'est des dettes de quel ordre d'eau de... Alors, j'ai pas le détail, mais c'est des rôles, donc je pense que c'est. Alors, celle-là, elle en payait, sinon c'est doit être de l'eau, ceci, des taxes. Il y en a une à 850 euros. Oui, c'est ça, c'est de l'eau. D'accord, donc c'est de l'eau. Donc là, j'ai pas de. J'ai rien à vous dire sur ce qu'il faut le voter. Il faut que du bois aussi, hein, parce que ça peut être aussi de l'eau de bois aussi. Oui, 150 euros. Mais j'ai pas le détail de la DGFIP, m'a pas mis le détail. De toute façon, si on refuse, Ben, on regarde notre dette. voilà, Bon, on verra jamais. On verra jamais. On verra jamais. Donc voilà. Et pour les années qui vont arriver, Pardon? les années qui vont arriver, il va Ah ben là, il n'habite plus ici, il habite dans le 34. Il a juste vendu sa maison. Il habite à Florensac maintenant, pardon, dans le 34. D'accord. Il est parti de Marseille, il était venu vraiment malade. Oui, il est parti de Marseille. Il n'est pas très longtemps d'ici, puisqu'on a 3 ans. Bon, je ne veux pas mettre le dossier sur la. Il y a tout le dossier là. Si vous faites un coup d'œil en tant que conseiller municipal, je ne veux pas rentrer dans les détails, si vous me permettez. Donc la délibération, donc voilà, donc demande de DGFIP, l'effacement de la dette de 1613,40 suite à la décision d'annulation prise par la commission de surendettement le 7 novembre 2019 relatif à M. Joël Moulin pour plus de titres de recettes émis entre 2015 et 2016 en raison d'une situation irrémédiablement compromise. Donc après en avoir libéré, je vous propose de valider l'effacement de M. Joël Moulin de 1613,40 euros. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité approuvé. Et maintenant je vais passer la parole à Bernadette Porte pour le point numéro 8, réalisation de l'achat d'une bande de parcelles de terrain par la commune. Voilà, donc je vous explique que la SCI La Grand Jeune, qui est représentée par monsieur et madame Deveau, donc a fait réaliser un bornage sur sa parcelle, donc voilà, un bornage sur leur parcelle AK 179 pour le numéro de parcelle. Et il s'avère que la clôture et la haie existante sont en retrait de la limite de leur terrain. C'est ici. Alors cette bande de terrain, elle est située le long de la RD 57, c'est la route qui va à Cléon, en face de la maison de retraite. Sous cette bande de terrain qui est actuellement entretenue par la commune, il existe une servitude d'eau potable. Et donc monsieur et madame Deveau souhaitent céder cette partie à la commune pour l'euro symbolique, c'est-à-dire qu'en gros ils nous le donnent. Donc cette acquisition, elle sera authentifiée par un acte administratif, puisque quand il s'agit d'un achat par une commune à un particulier, on peut passer par un acte administratif au lieu de passer par un notaire, donc par un organisme agréé. Donc les frais bien sûr sont pris en charge par la commune. Donc j'ai un devis qui a été réalisé par la société EURIES, donc pour un montant de 533 € hors taxe, ce qui fait 639,60 € TTC. Voilà. J'ai demandé le coût à un notaire qui m'a donné une information orale, qui ne m'a pas confirmé par écrit, mais c'est un peu plus cher chez un notaire, on serait au-delà de 700 €. Voilà, donc moi je tiens à remercier monsieur et madame Deveau pour leur démarche et leur état d'esprit, parce qu'ils font un don à la commune, une parcelle de terrain. Voilà, donc cette parcelle, c'est celle qui est en vert sur l'écran. Est-ce que tout le monde voit où c'est? Oui. En face de la maison de retraite. Ouais, moi je vois, c'est la petite bande de voilà, en dessous, et là, c'est le chemin qui va au tennis, là, celui-là. Ça, c'est là, c'est celui qui va au Ils ont déjà pris en charge les frais de géomètre expert pour le bornage. Oui. C'est eux qui ont pris en charge les frais de géomètre. Et c'est eux, c'est pour ça que remercie, parce que c'est eux qui ont fait la démarche de nous proposer. Oui, c'est eux qui nous l'ont proposé, donc voilà, c'est une démarche qu'on peut saluer. Donc voilà, donc sur cette parcelle, je pense que c'est à peu près tout pour tout le monde. Donc après avoir entendu cet exposé, je vous propose de valider l'achat de cette bande de
arriver. La validation de l'achat de cette bande de parcelles de terrain par la commune. Et c'était monsieur et madame Deveau, il s'appelle. C'est celui qui, leur fils, celui qui faisait le coutelier sur le marché. Ah non. Ah, c'est Ah pas non, c'est pas les mêmes. Ah, d'accord, pardon. Non. Deveau, D-E-V-A-U. C'est le J qui est en dessous de la salle des fêtes. La grosse maison. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. C'est la maison qui est oui, derrière, il y a le terrain de tennis. D'accord, tennis, derrière. c'est pas grand-chose. Ouais, c'est bon, Joël. Donc c'est après collé au terrain de tennis, là. C'est des personnes qui ont mon âge à peu près. Hein. Oui, c'est D'accord. Des jeunes, quoi. des jeunes, oui, des jeunes personnes. Pardon pour la parenthèse qui était fausse. Ah voilà, tu nous induis en erreur. Bien, soumettez au vote, madame. Oui, donc Marie-Joëlle. qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Adopté à l'unanimité. la validation de cet achat est adoptée à Très l'unanimité. bien. On va avancer. Ça clarifie au moins les... On continue avec vous sur le point 9 avec la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme. Donc nous sommes régulièrement sollicités par des personnes qui résident en zone agricole ou en zone naturelle, donc sur des possibilités d'extension d'habitation et de construction d'annexes. Et aujourd'hui, le règlement des zones A et N, donc des zones agricoles et naturelles du PLU, ne permet pas ces extensions ou de manière très restrictive. Donc il y a plusieurs lois qui se sont succédées, qui ont permis de faire évoluer un petit peu ces contraintes sur ces zones-là. Donc il y a la loi Allure du 24 mars 2014, il y a la loi LAA, c'est la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, donc d'octobre 2014. Et il y a eu une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, c'est une loi Macron du 6 août 2015, qui ont assoupli toutes ces dispositions antérieures, et donc qui permettent de faciliter les extensions et les annexes autour des habitations en zone agricole naturelle. Alors voilà les modifications que je vais proposer. Elles sont conformes à ce qui se pratique localement. Donc moi, avant de vous proposer ce que je vais énoncer, je me suis renseignée auprès de Montélimar-Aglo et c'est ce qui se fait dans les communes environnantes. Donc les extensions des constructions à usage d'habitation, dans un premier point, elles seront possibles dans la limite de 33% de la surface initiale, à condition que la surface initiale soit supérieure à 40 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on ne pas agrandir un cabanon, en gros, c'est ce que ça signifie un peu. Et que la surface après travaux n'excède pas 250 mètres carrés. Voilà. La hauteur au faîtage est limitée à 8 mètres maximum, c'est ce qui est existant dans le PLU aujourd'hui, et ne pourra pas dépasser la hauteur de l'habitation existante. En ce qui concerne les annexes, alors les annexes non accolées aux habitations existantes, elles seront construites à 20 mètres maximum de la distance du bâtiment principal. C'est-à-dire que votre annexe, voilà, en distance au sol de 20 mètres maximum. La surface de plancher et de l'emprise au sol sera de 35 mètres carrés maximum. La hauteur au faîtage mesurée à partir du sol ne pourra pas excéder 5 mètres. La superficie des bassins de piscine sera au maximum de 50 mètres carrés. Et les vérandas qui sont créées sur du bâti ancien, elles devront être en cohérence avec l'existant. Et dans tous les cas, les constructions devront respecter le caractère architectural des lieux et des paysages avoisinants. Et les matériaux utilisés seront en harmonie avec l'existant. Alors, depuis le 27 mars 2017, c'est la communauté d'Aglo qui est compétente pour mener les procédures d'évolution des documents d'urbanisme. Donc aussi, je vous propose donc de solliciter Montélimar-Aglo pour engager une nouvelle évolution du PLU et de faire évoluer les règlements en zone A et N dans le respect du code de l'urbanisme. Voilà. C'est Montélimar-Aglo qui notifiera le moment venu le dossier au préfet, aux personnes publiques associées, à la CDPNAF. Alors la CDPNAF, c'est la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc c'est une commission qui siège auprès de la DDT et qui transmettra, et c'est Montélimar-Aglo qui transmettra à l'autorité environnementale au titre de l'évaluation
environnemental des plans et programmes avant de le soumettre à enquête publique ou à concertation du public en fonction de la procédure qui sera menée par Montélimar-Aglo. Donc ça, c'est dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 21, 21, 29, du Code de l'urbanisme, du plan local de l'urbanisme de Marsanne modifié, donc approuvé le 18 août 2004 modifié. Voilà. Donc ce que je vous propose, à partir de cet exposé, il y a peut-être des questions. Oui, j'en ai une. Qu'est-ce qui motive justement C'est qu'on a des demandes. On a des demandes de personnes qui habitent soit en zone A ou N et qui veulent par exemple faire des piscines. On a des demandes de piscines. On a des demandes de véranda, ça nous est arrivé. On a des demandes d'extension de maison, des gens qui ont racheté une maison, qui veulent l'étendre. Aujourd'hui, il faut savoir que seules les personnes qui sont dans la profession agricole ont quelques facilités qui sont malgré tout pas si larges que ça. Mais eux, ils ont un peu plus de facilité pour pouvoir étendre leur habitat. Donc c'est une demande qu'on a, c'est des choses qui ont été déjà validées dans toutes les communes environnantes de l'agglo, parce qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent de l'extérieur, qui rachètent d'anciens habitats en zone agricole, ou des agriculteurs eux-mêmes, des résidents eux-mêmes, des professions agricoles qui veulent faire de l'extension. Aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, qu'en zone A, vous n'avez pas le droit de faire une piscine, vous ne pouvez pas poser une véranda si vous n'êtes pas agriculteur. Voilà. Disons on limite un petit peu, on permet de faciliter les conditions. Tu peux étendre le raisonnement, tu peux dire ce qu'on a déjà discuté. Tu peux dire que ça a déjà été fait. Aujourd'hui, des gens se permettent de faire des piscines alors qu'ils n'ont pas de permis de construire. Exactement, c'est si on n'essaye pas de faire une petite souplesse, dans le cadre de textes existants, les gens vont avoir tendance à passer outre, et que on se retrouve, on s'aperçoit 10 ans après que c'est la complique. C'est une maison, faire l'habitation, je veux dire, il y en a qui... Ça, c'est des règlements communaux ou... Alors, le PLU zone A, ça c'est les PLU, les zones de PLU, elles sont à peu près, il y a des nuances, il y a des adaptations par commune, mais elles ont souvent les mêmes articles dans toutes les communes concernées. Moi, c'est les zones N qui m'interpellent, c'est-à-dire les zones naturelles, on entend quoi par agricole, j'ai bien compris, mais naturelles, alors les zones naturelles, on les trouve souvent, pour vous citer un quartier, je pense que vous avez par exemple dans le quartier de Périeux, toutes les maisons qui sont en bordure des bois sont classées en zone N, parce qu'elles sont proches d'un espace naturel qui est le bois. La zone N, c'est souvent autour des rivières qu'on la trouve, ou des... Alors, je vous donne cet exemple-là, parce que en fait, aujourd'hui, j'étais dans le Nord-Drôme, et je cherchais de l'ombre, et il n'y a plus un arbre nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des constructions partout, donc on a coupé des arbres et on ne trouve pas d'ombre. Alors, ma question est la suivante, et je n'ai pas d'avis, c'est juste une question, c'est est-ce que si on donne l'autorisation de construction en zone N, ça veut dire que les gens, parce qu'on leur a donné l'autorisation... On ne donne pas des autorisations de construction. Je finis. Ils peuvent couper les arbres. Parce que moi, je me retrouve... aujourd'hui, je me disais, c'est hallucinant. Il n'y a plus un arbre avec... Avant, dans le temps, il y avait toujours au bord de la route un arbre où on pouvait se mettre à l'ombre. Ça n'existe plus. Et je me dis... et je pensais à Marsanne. Et je me suis dit, c'est peut-être à éviter, voilà, c'est une seule alors question. les zones N sur Marsanne sont souvent pour ce qui est des espaces boisés, ce sont souvent des espaces boisés protégés, donc on ne peut pas y toucher. Exemple, tout ce qui se trouve le long, en allant sur Cléon, tout le quartier vers les Embrancs, tout ça, ce sont des bois protégés. Et si je ne me trompe pas, dans ces zones, le déboisement, défrichement sont soumis à autorisation. Oui. Après, il y a quand même une instruction du dossier, c'est pas parce qu'on autorise. Oui, non, mais j'entends bien qu'il y a une instruction du dossier, mais à partir du moment où on donne l'autorisation d'instruire un dossier, on ne sait pas comment il va être instruit et là où ça peut mener. Moi, après, c'est juste pour dire, effectivement, il faut penser à préserver l'ombre, parce que vu les temps, tout à l'heure on en parlait, il fait de plus en plus chaud, et des fois on peut faire 20 km sans trouver. Alors on a tous la clim, on est bien d'accord, mais je veux dire, l'ombre, c'est un peu de la clim naturelle, et ça ne mange pas de pain d'avoir 2-3 arbres qui vous font de l'ombre. Voilà, c'était juste ma question. Après, pour l'ombre, il y a les parties publiques, et puis il y a les parties privées.
sur un espace Tout à fait. privatif, à part s'il est conditionné, comme je vous dis, à une protection particulière. Après, entre guillemets, les gens sont quand même toujours tenus dans leur propriété d'avoir quelques arbres, de planter quelques arbres, mais voilà, après, j'ai envie de dire que ça reste du domaine privé et de la liberté un peu individuelle. Voilà, donc l'idée c'est pas de faire des constructions supplémentaires, on est bien d'accord, c'est de l'habitat, on permet à l'habitat existant de pouvoir faire quelques aménagements autour de chez lui. Oui, j'ai bien compris. Et pour éviter aussi d'avoir des permis de construire refusés sur des projets qui sont... Enfin, là, il y avait eu, je ne dis pas qui c'est, mais il y a eu un petit projet là, sur un avancement sur une petite véranda. Voilà, bon, il a été refusé. Il a été refusé. Personne n'a dit, bah, de toute façon, je m'en fous, je ferai quand même ma véranda. Ça fait quand même parce que tout le monde en a une autour de chez moi. Ouais, et tout le monde en a fait, et personne ne l'a demandé. Il n'a pas tout à fait tort. Et même chose pour les piscines. Même chose pour les piscines. Aujourd'hui, les permis, de toute façon, ça devient compliqué. On peut pas Oui, mais n'importe quoi. après, on ne va pas non plus dire d'un côté, il faut moins construire, puis d'un côté, faire les permis plus faciles. Je pense que c'est du logique aussi. Ça rejoint un peu ce que dit... Alors, à savoir... j'essaie. Voilà. Et un projet d'extension, par exemple, s'il nécessite abattage d'un ou deux arbres, ça a accepté. Si c'est 15 ou 20 arbres qu'il faut relever, il sera probablement refusé. Après, tout ça, c'est précisé dans les demandes de permis de construire ou de DP en fonction de déclaration préalable en fonction des superficies qui sont construites. On fournit forcément un plan paysager. On se met de toute façon à ce qui se fait autour de nous. Voilà. Donc là, on se met un peu en adéquation avec ce qui se passe dans les communes autour de chez nous et qui, pour la plupart, ont déjà acté cette évolution. Voilà, donc, d'autres questions? Voilà, donc... il faudrait parler du délai quand même. Ah oui, alors le délai, oui, pardon. Alors, donc, du coup, c'est l'AGLO qui instruit. Il faut savoir qu'ils ont énormément de demandes. Donc, ça ne passera pas, ça, en instruction avant un an. Donc, il y aura pas... ce ne sera pas demain que ces extensions seront autorisées. Donc, voilà, ils ont beaucoup de dossiers, d'autres communes qui attendent depuis plus longtemps que nous. Donc, il faut attendre au moins un an avant que ce soit acté. Donc, voilà, c'est par exemple une réponse qu'a fait Bernadette à une personne qui est venue déposer une pré-demande de permis de construire pour sa piscine. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont, on va dire, qui suivent les procédures et qui demandent une autorisation qui leur est refusée et ils attendent, et d'autres qui se disent, je m'en fous, je la fais, c'est ça? Voilà. C'est exactement ça. Non, je l'ai déjà fait. Ouais, mais en fait, c'est hallucinant, quoi. En fait, on adapte le truc pour des gens... Peut-être pour régulariser aussi ça. Non, mais moi, je comprends qu'on régularise, c'est pas ça mon... Enfin, non, en fait, j'ai juste un peu d'empathie pour les gens qui se disent, je respecte la loi, quoi. Je suis d'accord avec toi, complètement. Il y a des gens qui font les choses de manière régulière, conforme, et ils ont des revenus, et d'autres qui se permettent de passer outre. C'est pas très juste. Voilà, donc je vous demande, après cet exposé, de délibérer sur trois choses. Donc, de confirmer l'intérêt de lancer une évolution du PLU sur les dispositions qui ont été annoncées, de charger Monsieur le maire ou son représentant de solliciter la communauté d'Aglo de Montélimar pour mener à bien cette procédure d'évolution du document d'urbanisme, et de charger également Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission aux représentants de l'État dans le département et de sa publication. Voilà. Qui est contre? Tu peux parler plus fort. Qui est contre, pardon. Qui s'abstient. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Bien, merci Bernadette. Point numéro 10, par M. Stéphane Polnard. Point sur la campagne 2020 de facturation de l'eau. Alors, je vous ai fait quelques diapos pour vous expliquer et
faire un petit topo sur ce qui a été fait sur la campagne de facturation donc 2020, sur la partie de juin 2019 à juin 2020. Voilà. Donc on a fait un petit point sur le relevé des sources, donc les prélèvements en mètres cubes sur les sources, donc là c'était sur octobre et septembre 2020. On voit qu'avec Brouille, on prend par an 64 000 mètres cubes à peu près. Le village consomme 15 896 000 mètres cubes. Le vieux village consomme 6 445 mètres cubes. Babouin, qui dessert une partie de la plaine, donc on va dire la partie un peu est, 24 826 mètres cubes. Et enfin Parisot, qui dessert vraiment la partie est, limite Ronac, voire jusqu'à chez Burel en haut par surpresseur, 19 784 mètres cubes. Donc cette année, la consommation au réservoir d'eau, je parle bien au réservoir, est de 136 691 mètres cubes. On a facturé 96 511 mètres cubes. Donc je reviens un peu en arrière, sur 136 000 mètres cubes qui est parti, on en facture 96 000 mètres cubes. Il en manque. Donc, si on fait un petit calcul, je vous évite ce petit calcul de tête, perte, fuite, fraude, je ne sais pas, il y a 40 180 mètres cubes qui disparaissent des réservoirs qui ne sont pas facturés. Ça représente plus de 30%. C'est-à-dire ce qu'on pompe dans les sources et au moment où c'est facturé, il y a 30% qui s'est volatilisé. Donc on va travailler dessus, et si on voulait s'amuser à faire une valeur marchande de 77 centimes le mètre cube, on perd 30 000 € par an. Heureusement qu'on a une valeur de production qui est moins importante. Vous me laissez finir ou c'est Bien sur sûr, le bien stade? sûr. Non, comme vous voulez. Non, allez-y. Oui, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7. C'est quand même important. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment travailler sur ce sujet. Donc un petit point facturation, donc il est parti 715 factures, donc, dont 500 en télérelève. Donc télérelève, c'est-à-dire que c'est des nouveaux compteurs qui ont été posés, donc on relève la consommation à distance avec un appareil, sans contact, et 215 compteurs anciens à renouveler. Donc une campagne va être lancée au plus vite cet automne, pour changer ces compteurs, parce que ça nécessite quand même beaucoup de temps pour les relever. Il faut aller physiquement lever les trappes, aller au fond, regarder. Des fois, les gens, ils ont mis leurs compteurs, on ne sait pas où ils sont. C'est une horreur. Donc le but du jeu, c'est qu'on les a déjà achetés sur l'ancienne municipalité. Ils sont prêts à poser, donc il faut juste qu'on s'y mette cet automne, en espérant que l'année prochaine, l'ensemble des facturations se fasse en télérelève, ce qui serait un gain de temps pour les employés municipaux considérable. La facturation en hors taxe sur ces prestations d'eau, donc on voit que la consommation d'eau, on facture 66 731 €, je ne vous ai pas mis 36 centimes. La location des compteurs représente 49 529,90 €. Et tout le reste, c'est des taxes que l'on reverse. Donc il y a l'assainissement SDEI, donc 29 167 € et 5 centimes. L'assainissement par agglo, 28 933 € et 48 centimes. La lutte contre la pollution, donc ça c'est l'agence de l'eau, 24 045 € et 93 centimes. Et la modernisation des réseaux, c'est aussi l'agence de l'eau, 4 428 € et 60 centimes. Donc si on regarde bien, sur le montant facturé, on va encaisser 202 000 €, mais on va juste récupérer 110 000 €. Donc il y a une grosse partie qui est prise et qui est reversée en taxes cet hiver. Alors SDEI, pour éviter les questions, SDEI c'est le sous-traitant de l'agglo qui va faire le nettoyage des stations d'épuration. Donc c'est le groupe Suez en fait, et c'est un sous-traitant de l'agglo. Donc voilà, quand on regarde sur la facturation, c'est dommage, les couleurs ne sont pas terribles, c'est mieux sur mon écran. On voit quand même que la grosse part, sur la facturation en fait, on ne récupère que la moitié de cet argent. Le reste part en taxes diverses et variées. Voilà, je vous écoute. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide d'avant, juste avant celui-là? Alors déjà, location de compteur, 49 529 €. Oui.
et consommation d'eau 66 731. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la part de location de compteur est énorme par rapport à la consommation. Oui, Non, ou alors la part de l'eau n'est pas assez chère parce que l'eau n'est pas assez chère. C'est possible ça aussi. peut être Oui, donnant-donnant. j'entends C'est bien. vrai, Mais c'est je vrai. trouve que C'est pour ça que je vous l'ai mis parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Par contre, la location des compteurs est chère. Non, c'est le prix normal. C'est plutôt l'eau qui est pas chère. Ok, non mais très bien, très bien, très bien. C'est parfait, c'est Non, mais parfait. c'est pour ça que je vous l'ai mis parce que c'est important. Beaucoup de gens posent des questions. Il y en a beaucoup qui payent autant de compteurs que de consommation. Que tu vives à l'année à Marsanne ou que tu aies une résidence secondaire, le prix de location du compteur est le même. Oui, non, mais enfin, je veux dire, on a l'impression qu'on en a pour autant de location de compteur que de consommation d'eau. Voilà. Et deuxième chose que je voulais aborder, c'est que tout le monde sait qu'à Marsanne, tout le monde tient à l'eau locale. Est-ce que, au regard des pertes qu'il y a, ça peut avoir une incidence sur le regard de l'agglo tant qu'à la légitimité de la mairie de Marsanne à garder son eau? Je pense, oui. C'est pour ça que je travaille dessus. Donc ça peut être un souci si on s'en occupe pas, c'est ça? C'est mon travail de trouver. L'agglo. Il faut qu'on soit exemplaire. Loi... Sinon, des gros groupes qui gèrent l'eau peuvent dire bah, regardez, la commune de Marsanne, ils ne sont pas capables, nous, on va faire ce qu'il faut. C'est pour ça que dès demain matin, je reçois Naldéo avec monsieur le maire et Bernadette. Et Fabrice qui devait être présent, c'est qu'on va lancer vraiment les moyens de gérer l'eau à Marsanne. 30% qui part par rapport au réservoir, c'est colossal. Un tiers, quasiment. Alors, ça peut être des fuites, ça peut être tout. Hein. Ça peut être des branchements avant compteur. Je ne sais pas. Je travaille dessus. Voilà. Je vous informe que je vais travailler dessus et je vais rechercher d'où sortent ces 30%. Est-ce qu'on a des indications sur les pertes qui sont réputées normales quasiment parce que non. On n'a pas de moyenne. Non. Est-ce que c'est 2 ou 3% ou 4%? Ah non, mais de l'ordre de 10%, ça c'est possible avec les fuites diverses et variées. 30%, c'est énorme. En France, on a le droit, par exemple, à 10% sans que ça pose de soucis. Enfin, c'est pas l'armée, c'est pas un droit. Mais oui, il y a forcément des fuites dans une année, donc il y a des pertes, il y a toujours des choses. Excusez-moi, en France, on considère qu'un litre sur 5 d'eau potable part à la poubelle. 20%. Ouais, mais c'est différent de l'eau qu'on gâche nous, de l'eau qui est perdue dans les réseaux. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pareil, ce qu'il dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que je préfère que voilà, ça soit perdu dans les réseaux parce qu'il y a moyen de faire quelque chose, que ça soit nous qui gâchions notre eau. Tu vois, c'est pas le même. Non. Quand je dis part à la poubelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas facturée. Elle est perdue dans les réseaux. Et alors, autre chose que je voudrais ajouter, pour le coup, je vous félicite de cette démarche parce que je pense qu'on est tellement on a tous tellement à cœur de garder l'eau à Marsanne que c'est très bien que vous fassiez quelque chose. Et peut-être pour le coup, je pense qu'il faut en informer les Marsanais qu'il y a cette démarche, que peut-être, je ne sais pas ce que ça va générer comme travail de votre part, mais qu'en tout cas tout le monde soit informé que vous êtes dessus, parce que je trouve que ça a tellement été un sujet durant les élections et c'est récurrent depuis des années que voilà, faut dire que peut-être qu'il va y avoir des désagréments, mais c'est parce qu'on veut garder notre eau et que tout est fait pour qu'on la garde, quoi. Voilà. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Il y a un énorme chantier. Il y a un énorme chantier à faire. 40 000 mètres cubes, c'est énorme. Si on se rend compte ce que ça peut représenter par jour, c'est énorme. Donc on va chercher, on va faire des audits, on va faire des repérages et on va chercher où partent ces 40 000 mètres cubes. On trouvera. Donc en faisant cette démarche au conseil ce soir, donc c'est pour aussi avertir les Marsanais, parce que j'en avertis le conseil municipal, c'est qu'on va se lancer dans le chantier de l'eau. C'est ce qu'on avait promis et je me suis mis dessus depuis la rentrée. On travaille dessus. Il y a tout un tas de choses à voir. Voilà, le chantier commence. Je pense qu'en trésorerie, je pense que ça va être énorme parce qu'il n'y a jamais eu des travaux de fait. Après, c'est un autre problème. Je suis désolé, on va auditionner Frédéric, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Il n'y a jamais eu de travaux de fait. Oui. Là, on est en train de te parler de... Il y a 3 mots, il y a fuite et perte. C'est à peu près la même chose, je pense que voilà. Le deuxième point, c'est fraude. Aujourd'hui, on a un gros problème avec ça. Aujourd'hui, il y a eu du laisser-aller. Et le mot est faible. Alors, d'ici dire qu'il y aura un scandale de l'eau à Marsanne, je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, moi, j'ai mandaté Stéphane Chamberlain et Stéphane Pollard pour vérifier tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Nous, on envisageait juste. On n'envisageait pas la fraude. Enfin, moi, c'était pas mon. Là, je suis obligé de le mettre parce que j'en sais rien. Mais ça en fait partie. 40 000 mètres cubes, c'est tellement énorme. Et encore cette année, on a 30%. Quand ils ont fait l'audit Naldéo en 2019-2018, on était à 40%. Oui.
Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout à l'heure, vous avez parlé de l'agglo. Effectivement, l'agglo s'intéresse au dossier de l'eau à Marsanne. Donc on a fait un bureau exécutif la semaine dernière. Donc vous savez que c'est un dossier qui a été signé, je ne vous refais pas le détail, mais pour aller vite, donc il y a eu la loi engagement proximité au 27 décembre, qui a amendé qui apporte des modifications à la loi NOTRe de 2015 et qui a permis au mois de février qu'on signe un report, que l'agglo nous subdélègue la délégation de l'eau. Déjà une double délégation. Et donc du coup, au premier bureau donc des maires le bureau des maires de l'agglo, un des premiers sujets qui est venu, c'est l'eau. Alors je me suis un peu étonné que ce soit l'eau qui arrive en premier, sachant que ça faisait plusieurs années qu'on demandait que ce soit un sujet. Et en fait, clairement, on m'a sorti la grille de tarifs de toutes les communes de l'agglo. Évidemment, on est pas derrière, on pourrait dire qu'on est les premiers, c'est-à-dire à 77 centimes pour les robinets et à 65 centimes pour l'agricole. Les autres sont tous beaucoup plus de 1 euro hors taxe. Et puis ils facturent des mises en service de compteurs, des arrêts de compteurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui déménage et ramasse, etc. Voilà. Après, c'est notre façon de voir les choses, que à Marsanne. Et donc on m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je sois attentif, enfin que nous soyons attentifs à Marsanne, parce qu'eux, ils surveillaient en tout cas les problèmes. Donc ils m'ont demandé de faire ce qu'on appelle un schéma de directeur et puis un audit qu'on va faire avec Stéphane. Donc on va lancer l'appel d'offres prochainement, ce mois-ci, de toute façon. Et on va choisir un prestataire qui va nous faire un audit complet avant le courant 2021. Un audit amélioré, hein. Stéphane aura l'occasion de vous... Mais c'était quoi qu'il arrive obligatoire de faire cet audit, non? Non. On pourrait continuer comme ça, c'est vraiment pas un audit réglementaire, c'est un audit, alors c'est un audit amélioré, hein, comme je dis, parce que non seulement il y a une partie audit, une partie schéma directeur, mais également aussi une partie d'amélioration des vannes avec monitoring, pour voir les pressions, etc. Donc on n'est plus dans ce simple audit. Tu vois. Quadrillage au niveau cadastral, ça permettra de retrouver le dernier conseil municipal, j'étais pas là, on a mis presque 24 heures pour trouver une fuite. Et quand je dis 24 heures, on a travaillé 18 heures sur 24 pour la trouver. C'était exceptionnel. D'ailleurs, les Marsanais vous en remercient parce qu'on a tous constaté que vous aviez mis beaucoup de bonne volonté et du temps pour trouver la fuite. C'est gentil, j'apprécie beaucoup, mais il n'y a pas que moi, il y a Denis Franck, pour remercier Michel Bon et tous ceux, les volontaires qui ont bien m'aider. Et c'est pour vous dire qu'en fait, voilà, on aurait eu un quadrillage propre, on aurait pu retrouver la fuite par dichotomie beaucoup plus vite. On pouvait fermer des secteurs, d'accord, on prend un cadastre carré, on le coupe en 4, on voit que ça fuit ici, après le 4, on le recoupe en 4, et après on peut arriver à trouver approximativement une fuite. Là, on l'a fait en fermant des vannes et en regardant le réservoir qui se baissait. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus artisanal. On ne remet pas en cause ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est bien de passer à autre chose, de passer à la géolocalisation des bouches. Il faut qu'on soit professionnel, il faut qu'on soit bon vis-à-vis de l'agglo si on veut garder. Il suffit de mailler le réseau. Le réseau est déjà maillé, mais il n'est pas répertorié au sens propre du terme, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, pour revenir à mon explication par rapport à l'agglo, je continue. L'agglo s'est engagé, donc là on va re-signer le... Moi je pensais qu'on allait re-signer jusqu'en 2026, hein, parce qu'il y a une date limite en 2026. Donc on va re-signer jusqu'au 31 décembre 2021 le fait qu'on nous subdélègue la compétence eau. Et entre-temps, je me suis engagé que j'aille leur présenter l'audit, leur montrer le schéma directeur, etc., les stats plus détaillées que ça, etc., pour leur montrer que voilà, on est dans les clous. Il faut savoir qu'il y a un gros travail, hein, on a rencontré, comme c'est un peu la période, pas mal de sénateurs sur ce sujet, et des députés, enfin la députée aussi. Il faut savoir que c'est un sujet qui est très sensible, hein. Je pense que même Philippe Chambol l'a vu lundi soir, là, avec le président du Sénat. Voilà, on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Moi, j'ai bon espoir que d'ici 2026, ce truc-là soit abrogé. Je ne sais pas s'il sera annulé ou abrogé, mais bon, ils vont donner plus de flexibilité. Par contre, ce que moi, je regrette dans cette loi, c'est pas forcément la subdélégation, c'est que du fait qu'on ait, nous, la subdélégation de l'eau, eh ben, moi, en tant que maire Marsanne, j'ai la pression, c'est le cas de le dire, j'ai la pression du président de l'agglo, en fait.
parce que finalement, je suis tout seul contre, enfin, on est deux contre, Alain et Marsan. contre 24. Et donc, s'ils décident du jour au lendemain que c'est fini, ils décideront du jour au lendemain que c'est fini. Voilà, ils ne le feront pas, mais... Alors, je tiens à dire un truc, pour tout le monde ici et pour tous les Marsanais, me semble-t-il, sache que tu n'es pas tout seul, vous n'êtes pas que deux, parce que vous avez tout Marsanne derrière vous. Non, quand je dis deux, c'est les deux maires des communes qui sont en régie communale. J'ai bien compris. Il y a deux maires qui gardent leur eau et qui se battent pour l'eau. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'on est tous derrière toi pour l'eau. Oui, non, mais vraiment. Donc ne prends pas la pression outre mesure, dis-toi que c'est tout un village que tu as derrière toi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, si tu veux, c'est pas anodin si au premier bureau, j'ai eu ça au sujet, alors que j'ai bien compris. Sur les 3 dernières années, je pense pas qu'il y ait une seule fois où ils en ont parlé. Donc, voilà. Cette eau, il n'y a pas de nitrate et pas de pesticides. Voilà. Elle est très demandée. Il y a des endroits, ceux qui captent en plaine, ils sont à saturation au niveau des pesticides et des nitrates. Ils adoreraient avoir celle de Marsanne pour la mélanger et faire baisser les sols. Alors, on va pas y par 4 chemins, c'est à peu près ça. Non, mais on est bien d'accord. Voilà. Donc elle est convoitée, elle est regardée, et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille dessus. Et vous avez tout le village. Et après, c'est un choix qu'ont fait les autres communes aussi. Je veux dire, moi j'en ai évidemment discuté avec des maires. Non, et puis effectivement, il y en a qui, voilà, ils n'ont pas de problème à dire que voilà, ils sont allés là-dedans, ils sont allés dans la délégation de service public, parce que après, tu t'occupes plus de rien. La facilité. Voilà, c'est sûr que. Nous, on a la chance d'avoir de l'eau potable qui est quasiment directement potable en abondance. Il y a des communes qui sont obligées de puiser dans les nappes. Oui. C'est beaucoup plus compliqué. Là maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépasse les compétences d'une commune. Et pour nous, c'est du travail aussi, c'est un emploi à plein temps. Est-ce qu'il fallait, c'est un autre débat, est-ce qu'il fallait le confier à des entreprises en situation de monopole, quasiment, ou faire des syndicats avec des outillés pour gérer ça? C'est un emploi à plein temps, Pierre, hein, Stéphane Santana, est dédié à l'eau. Avec moi derrière, on passe un temps considérable là-dessus. On a énormément de travail, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait, c'est une promesse qu'on va tenir et qu'on va faire. Mais c'est sûr qu'il y avait le choix aussi de la facilité, aussi de dire, bah, tiens, on délègue ça à une grande structure, et après on fait plus rien. On encaisse juste sur les facteurs. A contrario, il faut dire qu'il y a des communes qui ont plus de difficultés techniques sur l'exploitation de l'eau. Qui n'ont pas autant d'eau à disposition. Mais on peut se poser la question, est-ce que pourquoi le syndicat du Bas-Roubion, par exemple, n'a pas, lui, les moyens techniques de gérer son eau en intercommunalité? C'est des questions qu'on peut se poser. Voilà sur le petit point de l'eau. Merci. Donc c'est quelque chose qu'on fera régulièrement. Sur les derniers points là qu'on va traiter maintenant, savoir les points commission, services techniques, même urbanisme. Je pense à un moment donné, Bernadette, il faudra, tu vois, un nombre de demandes, voilà, on fera peut-être pas à chaque fois, mais c'est un point qu'on voudrait faire à chaque fois. Parce qu'il me semble assez important. régulièrement sur l'urbanisme. Et puis sur l'eau, on ne se cache pas, quoi. Enfin, voilà, on montre les chiffres. Les analyses sont sur le site internet. Alors après, là, on ne rentre pas dans le détail. Je pense qu'après, plus on va avancer dans la réflexion, plus on sera capable de donner des points de détail là-dessus. Sur les quartiers. Merci, monsieur Polnard. Donc là, il n'y a rien à voter. C'était une information. Et on va passer au point service technique. Alors, je vous ai fait à peu près la même chose, mais cette fois-ci sur les services techniques. Alors là, vous allez avoir des choses qui sont actuelles aussi, notamment les photos, qui sont assez impressionnantes. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à Michel. Les travaux, donc là, je vais faire un petit point déjà sur les travaux d'alimentation en eau potable, donc les travaux qui ont eu lieu depuis quelques mois sur l'eau. Vous verrez, c'est quand même un gros chantier. Donc là, c'était Michel qui essayait de voir s'il y avait de la pression au bout de la bouche en écoutant au bout de la canne de fermeture. C'est une technique que je ne connaissais pas. Ça marche. Voilà, si un jour vous cherchez, c'est intéressant. Donc on a fait des travaux sur l'eau, donc de réparation de conduits d'alimentation, donc rue du Moulin Banal au Vieux Village, hein, donc au-dessus de M. Chocard. Donc vous voyez le chantier, démolition de voirie, démontage du tablier et reprise de la fuite avant compteur. Quand on dit garder l'eau et travailler dessus, c'est ça aussi, hein, c'est de la mini-pelle, rentrer dans le trou et du travail, beaucoup de travail. Je vous montre un peu ce qui a été fait, parce que c'est intéressant que les Marsanais sachent quand même que ça travaille. Et c'est important. Il y a eu aussi une réparation dans le quartier d'Agles, c'était lors du dernier conseil municipal où j'étais absent, hein, donc une énorme fuite d'eau très difficile à localiser, on a mis quasiment 24 heures pour la localiser, et changement d'1 mètre de tuyau 115. Donc si on regarde bien là au niveau du trou, on pouvait rentrer une voiture.
mais on ne le voyait pas. On a mis, donc, et après, là, vous voyez la réparation qui se fait. On travaille la plupart du temps avec l'entreprise Joly de Roanne, qui est exemplaire. Ils interviennent dans l'heure. On leur téléphone à toute heure, ils sont là. Là, par exemple, sur cette fuite-là, on estime la perte à 1000 mètres cubes. Bon, voilà. Il faut relativiser, quoi. Oui. Et ça fait déjà une énorme perte, hein, franchement. Oui. L'estimation. Et tout le chantier de remise en pression du réseau, une fois qu'il s'est Voilà. purgé, ça a été une horreur. Il y a eu des travaux dernièrement, il y a le 8 septembre, c'était, donc quartier Périeux, donc aussi une fuite assez ancienne apparemment. Donc là, on a repris la colonne, et je vous ai mis quand même la photo de la réparation, c'est intéressant hein, pour la partie technique. Mais le plus intéressant, c'est regarder l'état du tuyau. Il est pourri, exactement. Donc voilà ce qu'on trouve, et donc d'où l'intérêt de travailler et faire un audit complet des conduites à changer au plus vite, celles qui sont le plus pourries. C'est intéressant de voir. Hein. Mais par exemple, quand on voit ce tuyau, petite question, est-ce qu'on peut faire une estimation, de se dire que 80% des tuyaux de la commune sont comme ça, 20%, 50%, j'en sais rien, est-ce qu'on peut se faire une estimation ou pas? Non, et est-ce qu'on peut se dire où est-ce que ça se passe? Il n'y a que l'audit qui peut le dire, parce qu'il y a tout un type de tas de tuyaux. Il y a eu des tuyaux fonte, il y a des tuyaux fonte à emmanchement, il y a des tuyaux PVC, il y a des PVC orange, il y a tout un tas de choses. C'est eux qui vont nous faire un diagnostic. Oui. Ils vont nous dire, ben voilà, il y a tel et tel endroits qui sont dangereux, c'est pourri. Donc ça sera à budgétiser après, voir quand est-ce qu'on les remplacera. Le travail, c'est ça aussi, c'est faire un état des lieux déjà, précis, de ce qu'on a. Parce que là, on l'a découvert. Mais ça veut dire que la partie en amont et en aval de ce tuyau est à peu près dans le même état. Donc en fait, pour faire les audits, ils vont faire des prélèvements à plein d'endroits. Oui. Par ultrason, par tout un tas tas de choses. C'est vraiment des professionnels, hein, c'est leur boulot. Hein. Oui, j'imagine. Les pertes. Voilà, donc après je vais vous faire un petit point sur les services techniques aussi. Donc ils ont fait un gros travail là de tout l'été. Donc bon, je vous ai pris les plus importants hein, qui ont été faits, ou les plus remarquables on va dire. Donc ils ont nettoyé l'ensemble du clos antérieur avec les bénévoles de l'association boulistes marsanaise, ce qui a permis à nos aînés de pouvoir reprendre les boules, et quand on voit le nombre de personnes qui jouent, ça fait toujours plaisir de les aider, surtout après le confinement. Il y a eu beaucoup de reprises sur les bouches d'eau pluviales aussi dans le village, donc je vous montre un exemple de à quoi ça ressemble. Donc il y a beaucoup de travaux de béton et après de goudronnage tout autour. Il y a énormément de conduites, donc ça c'est souvent dans les nouveaux lotissements, en fait. Les lotisseurs sont un peu légers et en fait ça pète assez rapidement. Les services techniques aussi ont participé à la modification de l'accès PMR en boomerang et création d'un escalier à double sens à l'école Émile Loubet, ce qui a permis de changer cette grande descente qu'il y avait, qui était assez dangereuse, et faire un boomerang qui permet de ralentir s'il y a un problème, et en même temps de faire un escalier à double sens. Donc en cette période Covid, c'était important. Voilà, donc ils ont aussi participé à l'aide au troupeau des chèvres, ça c'est un petit clin d'œil à Yann, qui était avec ses brebis. Donc ils nous ont aidés aussi, la mise en place de filets, sécurisation de route et compagnie. Et dernièrement, ce qu'ils ont fait pour le 15 août aussi, ça veut dire qu'ils ont fait des travaux de nettoyage avant, pendant et après la brocante du 15 août. Le soir à 19h30, le village était complètement propre. C'était une première, ça n'a pas toujours été le cas, et là on peut dire que c'était propre, bien fait. On a réquisitionné les employés communaux pour qu'ils travaillent ce jour-là, mais ça fait quand même plaisir parce que, étant donné que c'était un samedi, le dimanche, le village était propre. Ou un vendredi, je ne sais plus. C'était là, oui. Voilà. Donc on avait le week-end qui arrivait derrière, oui. Et donc ça permet d'avoir un village propre, et je trouve que ça fait quand même plaisir de voir ces équipes techniques qui travaillent quand même très bien. Et le petit logo, maintenant ils sont tous habillés avec le petit logo Marsan, en Drôme provençal, ça permet d'avoir quand même des employés, on sait qui travaille pour la commune, et qui sont bien habillés. Voilà pour le petit point technique, merci. S'il y a des questions sur les services techniques, à la disposition. Alors ça peut peut-être faire sourire des fois l'histoire avec les râteaux, les boules, etc. Ce qui était important, et je pense que ce soit dans l'esprit de Stéphane Polnard ou dans le mien, c'était aussi que ça se passe mieux avec les services techniques. Je pense que depuis qu'on est arrivé, voilà, je pense qu'il y a quand même une différence. Je pense que les gens voient qu'il y a une différence. Je pense que ceux qui travaillent,
sont plus contents de venir au travail. Et voilà, on essaye de leur faciliter le boulot, on essaye de les faire participer à la vie de la commune, on essaye de les faire participer à des travaux qui ne sont pas seulement ceux qu'ils font tous les jours. Et puis moi je pense qu'on va vers le vrai, et que voilà, je pense qu'aujourd'hui ils ont une vraie place. Aujourd'hui on a travaillé sur les équipements qu'ils n'avaient pas, donc t-shirt, pantalon, sweat, veste, et donc tous des choses marquées mairie de Marsanne. Bon voilà, je pense que ça fait partie du truc. On a fait un effort là, on va faire un effort, vous verrez de toute façon quand il va y avoir la modification du budget, parce que voilà, les matériels, les gros matériels, les véhicules n'étaient pas entretenus, donc là on en a pour... on vient de faire entretenir le camion à ma demande, parce que voilà, je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas, même si je pense qu'il y a eu une certaine négligence à certains moments des mêmes employés, mais je pense qu'on ne peut pas les laisser travailler dans des conditions comme ça. Donc, on a refait le camion pratiquement à neuf, hein, tout ce qui devait être changé. Là, le C15 est au garage. Voilà, c'est à chaque fois 2000 € de réparation, puisque ça fait 10 ans qu'il n'y a jamais rien de fait. Donc forcément, les pneus sont lisses, tout est à refaire, l'embrayage est mort, etc. Mais au moins, on avance sur le fait qu'il y a une meilleure participation des services techniques à la vie du village. Et voilà, comme dans tous les villages, quoi. Moi, je ne suis pas venu pour m'engueuler tous les jours avec les services techniques. Et moi, aujourd'hui, je suis fier du boulot qu'ils font et du chemin que ça prend. Voilà. Et je remercie notamment Stéphane qui passe beaucoup de temps là-dessus. Paul Nard. Merci. Donc, je vous ferai régulièrement ce genre de petits points. Je pense que ça permet de voir l'avancement, voir ce qui se passe, point sur l'eau, point sur les services techniques. Après, pour les Marsanais qui regardent des vidéos, c'est important aussi de voir ce qui se passe sur Marsanne et ce qui se dit aussi. Je trouve que c'est bien. Voilà, c'est juste savoir ce qui se passe. Et quand ça se passe bien, il faut le dire aussi. Moi, j'en ai fini. Bien, merci beaucoup. L'avant-dernier point, le point sur les commissions communales. Bernadette. Oui, donc suite à la décision d'ouvrir les commissions municipales à des personnes non élues, donc on a reçu plusieurs candidatures. Donc chaque vice-président en charge des commissions a informé ou informera, je parle aussi pour moi parce que je n'ai pas encore fait, les candidats et candidates qui ont postulé et qui ont été retenus. Et donc on a fait un récapitulatif par commission des membres élus, donc ça permet de rappeler qui est élu, qui est les membres des commissions qui sont élus, et les participants non élus, donc qui ont postulé et qui ont été retenus. Donc par commission, voilà, on va faire défiler les membres des commissions. Donc budget finance, donc c'est voilà, les élus membres. Donc le vice-président c'est Fabrice Nocera. On rappelle les élus membres, donc Amandine Ler, Philippe Chambol et Muriel Didier. Et donc ont été retenus pour participer Madame Nicole Darche et Monsieur Denis Franchini qui avaient postulé. On va y arriver. On va passer à la page suivante. Voilà, commission agriculture. Donc, Raphaël, si tu veux prendre la parole, ou comme tu veux. Voilà, donc c'est Raphaël Comte, on rappelle notre vice-président. Les élus membres, Frédéric Hugon et Stéphane Polnard. Et les non-élus, donc Patrice Sourel et Thierry Nomé, qui ont souhaité participer. Commission forêt, Stéphane Polnard, le vice-président. Élus membres, donc Raphaël Comte et Fabrice Nocera. Les participants non élus, donc Marc Avias, Christian Chénas, Michel Porte et Anne Védrenne. Patrimoine et histoire, donc Pierre Petit en tant que vice-président. Les élus membres Fabrice Nocera, Yann Reynaud et Muriel Didier. Et une seule demande de participation, donc Madame Colette Ramos-Picollet. Voilà, qui a fait un gros travail sur l'histoire. Commission urbanisme, voirie, réseau, donc, dont je suis la vice-présidente. Donc, élus membres, Monsieur Philippe Chambol, Frédéric Hugon, Pierre Petit et Stéphane Polnard. Donc, il y a eu beaucoup de demandes de participation à cette commission. Dans le règlement, il était écrit qu'on se limiterait à 4 participants extérieurs, mais on avait laissé la possibilité d'élargir.
Donc moi j'ai choisi de retenir tous les gens qui ont souhaité participer. On verra au fil du temps si ce nombre s'avère trop élevé, voilà, on verra. Donc j'ai Christian Chénas, Jérôme Clapier, Nicole Darche, Hervé Sartel, Isabelle Sartel, Carla Tourelle, Jean-Paul Lebaille et Pierre Max qui participeront à cette commission. Je ne les ai pas encore informés, mais je vais le faire. Pas tarder, ça. Enfin, j'ai pas encore donné une réponse à leur demande, donc elle est faite en avance. Voilà, la commission eau et assainissement, donc le vice-président Stéphane Polnard, donc les membres Philippe Chambol, Raphaël Comte, Fabrice Nocera et Pierre Petit. Et les participants extérieurs, donc Denis Franchini et Hervé Sartel. Sur le développement économique, donc Muriel Vivier, vice-présidente, sont membres Sophie Gresdic et Jean-Christophe Henry, et deux participants extérieurs, M. Alain Chaudier et Nadine Muller. Donc pour la commission Action sociale et santé, tu veux prendre la parole, Pascaline, ou Non, pas spécialement? C'est bien parti, voilà. Donc, en élus membres, Sophie Gresdic, Frédéric Hugon, Yolande Durlaché. En participants non élus, donc Mélanie Bustos, Laurence Debos, Sylvie Fourette, Valérie Lagarde et Annie Pauget. Donc, idem, il y a eu un peu plus de demandes que... On a pris, voilà, on a accepté que tous les candidats soient présents. Bonne volonté. Voilà. On va préparer paritaire. Oui, C'est moi qui vais le faire. Oui, alors, éducation, jeunesse et sport, donc Yolande Durlacher est vice-présidente. En sont membres Pascaline Frédier et Sophie Gresdic, élus. Et non élus, Romain Errand et Michel Porte. Donc on fait la parité avec les non élus. La commission culture, festivité et vie associative, donc présidence Yann Reynaud. Les élus membres Amandine Baird, Sophie Gresdic, Jean-Christophe Henry et Bernadette Porte. Les non-élus, Christian Chénas, Laurence Debos, Monique Supio et Axel Van Exter. La commission communication, Amandine Baird, vice-présidente. Élus membres, donc Sophie Gresdic, Jean-Christophe Henry et Yolande Durlaché. Et participants non élus, donc une seule demande, Nadine Muller. Les bâtiments communaux, Stéphane Polnard en est vice-président. Les élus membres, Philippe Chambol, Frédéric Hugon, Yann Reynaud, Pierre Petit et Bernadette Porte. C'est une ligne. Et un participant non élu, donc une seule demande de Nicole Darche. Voilà. Donc on rappelle que monsieur le maire est président de chaque commission. Voilà, qu'il y a des commissions qui sont peut-être déjà réunies, hein, je pense la finance, il y a déjà une commission. Alors, les vice-présidents, vous organisez au plus vite la première réunion. Ok. Donc la première, c'est une réunion de cadrage avec les objectifs. Voilà, il faudrait se mettre des objectifs. Alors, il y a des sujets qui vont au-delà de l'année à venir, mais voilà, l'objectif, c'est de faire un petit cadrage tout de suite. Et après, de voir avec les agendas de chacun la périodicité. Je vous laisse libre sur la périodicité. Voilà. Il n'y a pas de tous les mois ou tous les 3 mois, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Je pense que c'est important que les élus qui font partie, les vice-présidents discutent de ça, savoir un peu parce que c'est eux qui vont faire tourner la commission. Ok. Voilà, on rappelle que les membres non élus des commissions signeront un règlement et ils devront se tenir à ce règlement. Il leur sera proposé à la première réunion. Ok. Oui. C'est un règlement qu'on va C'est un règlement qui a été vu à la... Bien, pour finir rapidement. Merci Bernadette d'abord, merci pour le travail, parce que ça n'a pas été évident de collecter les informations de tout le monde. Alors, je le dis devant la caméra, on a peut-être d'autres gens qui vont vouloir
dans les semaines à venir nous rejoindre. Voilà, on n'est pas fermé, mais il fallait à un moment donné commencer. On avait dit début septembre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Dernier point sur les commissions communautaires. Alors vous saviez qu'on avait beaucoup d'interrogations sur ces commissions. Quand je vous les ai lues la dernière fois, vous savez, là, les commissions thématiques de Montélimar Agglomération. Donc il y avait par exemple le développement dans lequel il y avait développement économique, tourisme, agriculture, emploi et formation. Et en fait, ils demandaient, finalement, on a reçu une lettre cet été, donc après le dernier conseil municipal, qui nous demandait en fait une personne par commission. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un seul représentant de Marsanne à la commission. Et en fait, bon, du coup, ça nous a surpris. Ça n'a pas surpris que moi. C'est-à-dire qu'au dernier bureau, on s'est interrogé comment est-ce qu'on pouvait à la fois aller à la commission eau, à la commission collecte et traitement des ordures ménagères, à la commission environnement, par une seule personne. Et en fait, ce qu'ils ont voulu demander, c'est qu'en fait, il y ait un responsable par commission. Mais en fait, après, le responsable, en fonction de vos centres d'intérêt, vous irez voir le responsable et lui, il pourra vous attribuer des réunions, des choses comme ça, en fonction des thèmes de l'ordre du jour de la commission. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué par rapport à certains, je parle surtout sur l'aménagement, équilibre social de l'habitat, logement social, politique de la ville, accueil des gens du voyage, mobilité durable, développement d'espaces communautaires, PLUI, haut débit, ADS, lien avec les communes. Je veux dire, là, je ne vois pas comment Bernadette aurait pu faire tout ça toute seule. Donc, par exemple, sur cet exemple-là, c'est Bernadette qui va être responsable de la commission thématique aménagement de toute la régulation, qui devra aller quand même à la première. Je pense que, ouais. Et après, en fonction des disponibilités des gens qui seront intéressés pour travailler sur cette commission-là, donc seulement des élus, Bernadette, elle vous enverra sur telle thématique, sur telle réunion. Voilà, comme ça qu'on va travailler pour commencer, et tout le monde travaille comme ça. Donc du coup, ça je vous l'enverrai demain matin par mail à tous les élus. Donc sur la démocratie, donc il y a la première commission, démocratie locale et lien entre les communes. Donc là, comme on ne sait pas très bien ce que c'est, je garde la main dessus, donc c'est moi qui serai responsable de cette commission. Sur la partie développement, et étant donné que maintenant le tourisme est dans le développement, et j'en reparlerai tout de suite derrière, je garde aussi la main là-dessus, donc je serai aussi en charge de la commission développement. Après, sur la partie aménagement, donc, qui concerne l'habitat, le PLU, l'urbanisme, c'est Bernadette qui prend en charge l'organisation de cette commission. Pour l'environnement, donc l'eau, eau potable, collecte et traitement des ordures ménagères, environnement et transition énergétique, Stéphane Polnard. Concernant la famille, donc petite enfance, périscolaire, extrascolaire, santé, senior, social, c'est Yolande qui va prendre la commission. Sur les sports, c'est également Yolande qui va prendre la commission. Mais je t'aiderai quand même. Sur la culture, alors j'ai mis que des adjoints, comme ça au moins, voilà. Sur la culture, c'est Bernadette Porte qui s'occupera de cette commission et qui délèguera en fonction des besoins. Et sur la partie ressources et moyens, donc là qui est en fait en gros le budget de l'agglo, c'est Fabrice qui prendra en charge cette commission. Et en fonction de ça, donc demain je vous ferai un mail à tous et vous vous rapprocherez je vais vous mettre le détail des commissions et vous vous rapprocherez du responsable en disant je suis intéressé et voilà, et après on fera un fichier et en fonction des disponibilités de chacun et de l'ordre du jour des commissions, on se répartira le travail parce que je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Sinon, ça va tout le monde ? Ça me semblait le plus logique. Voilà, on a épuisé l'ordre du jour. J'avais 2-3 petits points. Le premier point, c'est que je vous avais promis un planning sur les conseils municipaux. Donc je vous propose qu'on pose dès à présent les dates de conseils municipaux jusqu'à la fin de l'année. Puisque j'ai eu, moi, les dates de Montélimar Agglo. Je suis capable aujourd'hui de vous fournir des dates. Moi, en termes de fréquence, personnellement, vu maintenant notre expérience de conseils municipaux, je pense qu'une fois par mois, c'est beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que moi, ça se situerait plutôt une fois toutes les 6 semaines. Donc ça suffirait largement pour avoir un ordre du jour comme ce soir qui est assez fourni, qu'on n'aide pas juste pour 3 trucs. Il y a ça aussi. Alors après, il y a toujours des urgences. Là, on va en avoir moins, puisqu'on est plus dans le fonctionnement normal du mandat que le début où il fallait faire toutes les commissions en urgence. Les délégations. Donc est-ce que vous êtes d'accord sur ce format à peu près de voilà, toutes les 5-6 semaines, on essaie de se voir.
Sachant qu'au milieu, il y aura les commissions de toute façon. Voilà, on reste toujours en contact évidemment. Donc aujourd'hui nous sommes le 17. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça porterait à la dernière semaine d'octobre, ou limite celle d'avant. Donc c'est la semaine du 19 octobre ou la semaine du 26 octobre, pas plus précis, le jeudi 29 ou le jeudi 22. Sachant que moi j'ai un bureau la semaine d'avant, c'est juste que j'essaie de voir s'il y a après un conseil communautaire. Ouais, donc il n'y a pas de conseil communautaire. Donc si vous voulez, le jeudi 22, comme ça, là, ça fait un mois et une semaine. Ça vous va? Alors, ceux qui ont des enfants sont priés de me dire si c'est les vacances ou pas. Enfin, qui ont des enfants qui sont à l'école. C'est les vacances? Oui. Non, c'est pas gênant? Non. On garde sur 20h30. Oui, oui, alors toujours, on essaie toujours vers 20h30, là, si ça 22. 22 22. 22. 20h30. Alors après, pour le mois de novembre, il y a un point important qu'il faut prendre en compte dans vos trucs, c'est qu'on a prévu le grand conseil, qu'on avait prévu dans notre programme, c'est-à-dire un échange un samedi matin avec les habitants de Marsanne, qui se déroulera le samedi 21 au matin, novembre. Pardon. Ouais, samedi matin. À quelle heure? Combien ou 9h. Bien sûr. Le grand conseil, il est ouvert, alors ça, après, on rappelle, 8h? sauf peut-être Covid, les contraintes On va être optimiste. et empêchements, quoi. Sauf raison sanitaire. Mais oui, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Si on ne fera pas, c'est comme le conseil municipal. Oui. Ce qui en ferait porterait après un conseil municipal au 3 décembre. Parce qu'après on va avoir... Non, ça l'amènerait plutôt au 30, non? Au 30, 31 décembre, pardon, excusez-moi. Moi je veux bien faire le 3 décembre, mais je suis pas sûr qu'on va avoir le temps. 1, en conseil. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Alors Yann, t'as un truc, t'as le 5, t'as un truc? T'as ZAM, non? Parce qu'après on va enchaîner ZAM, Le le 5 marché de décembre, Noël. c'est mardi, hein? Non, Ah non, non, pardon. le 3 décembre. Mais c'est pas gagné aussi ça, mais oui, pour l'instant je bloque mon sens. Non mais voilà, c'est-à-dire que là on arrive en début décembre, il y a on espère qu'on va faire le marché de Noël, qui sera le week-end du 12 là. Il y a le 13. week-end du Téléthon. Il y a ZAM la semaine d'avant. Le 5, je crois que c'est le Téléthon. Voilà. Aussi, Donc moi je vous propose qu'on fasse 3 décembre. Alors Ça- c'est juste 15 jours après le grand conseil. Putain, Oui, mais ça n'a rien à voir, un grand conseil, un conseil municipal c'est autre chose. Au grand conseil on ne fait pas de délibération. Oui, En plus, un conseil c'est un échange. On pourrait l'avancer en termes d'heure. Pardon? On pourrait le faire vers 19h. Non. Non. Merci. On verra avec le Raphaël quand il aura fini de travailler. Oui, on va peut-être voir si on peut mettre un peu plus tôt. En décembre, c'est bon, en décembre, il y a côté plus des tomates. 19h30? Oui. À 19h30? Et c'est vous qui disent l'opposition sur les horaires. Frédéric, elle n'est pas très d'accord. Non, mais oh, moi, de toute façon, j'ai pas d'horaire. alors. Je suis. Non, mais moi ça ne me gêne pas. C'est Après, que c'est vrai que le je vais travailler 20h30 après, de toute façon, moi, ça au me mois de gêne juillet, pas. c'est plus marrant que 20h30 au 3 décembre. Donc si vous voulez 19h30, on met 19h30. C'est toi qui décides. Allez, vendu. Donc 3 décembre. Allez, au mois de décembre, ça sera 19h30. Et le 3? Le jeudi 3. Ok, on garde ces deux dates-là, plus le grand conseil, le 21 novembre, et puis donc du coup, au mois de décembre, on définira les conseils pour janvier. Pour l'instant, j'en ai pas un autre au mois de décembre, on verra s'il y a une urgence, mais je pense pas qu'il y ait d'urgence. Je préfère qu'on se voit qu'il y ait vraiment un ordre du jour fourni, quoi. Pas pour trois trucs, comme on a dû le faire au mois de juillet, là, celui du 23, bon, il y avait le budget, mais celui-là du 10, là, il y avait trois trucs. Voilà. Je voulais vous dire que j'avais eu, donc, après discussion avec l'AGLO, une délégation au tourisme. Donc je suis délégué conseiller
conseiller membre du bureau délégué au tourisme et que j'ai été élu ce matin vice-président de l'office de tourisme de Montélimar-et-Agglomération. Je pense que c'était là-dessus que j'en avais déjà parlé à certains, c'était là où je voulais aller, parce qu'il me semblait normal et important pour Marsanne que le vice-président soit de Marsanne. Donc, comme certains l'ont vu dans la publication Facebook, aujourd'hui, il y a Eric Arnaud qui rentre également au conseil d'administration. Donc, je pense que voilà, on sécurise aussi l'histoire de l'office de tourisme sur les prochaines années. On va travailler ensemble avec Eric Philippot, qui devient mon président de l'office de tourisme de Montélimar-Agglomération. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant, c'est là-dessus que je voulais aller. Aujourd'hui, il y a eu les élections du SDED, donc il y a eu un changement de président. Donc c'est Nathalie Niesson, la maire de Bourg-Péage, qui a été élue présidente. Et donc pour notre territoire, c'est Jean-Luc Zanon, qui a été élu membre du bureau du SDED cet après-midi. Voilà, et donc je suis moi au conseil, comment ça s'appelle, comité directeur. Certains l'ont vu, on m'a demandé d'entrer au bureau donc j'avais été élu comme représentant du territoire de Marsanne à l'association des maires de la Drôme, et donc Nicolas Daragon m'a demandé de faire partie du bureau. J'ai accepté de faire partie du bureau et de m'occuper plus précisément de la communication de cette association. Voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Sinon, donc, tout à l'heure on parlait du Lyon, donc je suis rentré avec Robert Paluel au syndicat mixte bassin Roubion-Javron, donc là je suis également vice-président. Donc c'est le syndicat qui s'occupe de l'entretien de l'ensemble des rivières du coin et de la faune qui se trouve sur ces sites-là. Voilà ce que j'avais à vous dire me concernant. Le calendrier c'est fait, le grand conseil c'est fait, le point de l'agglo je l'ai fait tout à l'heure. Vous recevez bien les éléments de l'agglo? Tous? Alors moi j'ai reçu la convocation pour aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu l'ordre du jour par exemple. Donc heureusement, j'ai le chef de file de l'opposition communique et me partage des documents. Mais c'est la même chose. Non, c'était pas ensemble. C'était deux documents différents. Tu avais envoyé un mail pour dire qu'il y avait une réunion, qu'il y avait un conseil municipal. Ça, c'est la convocation, ça. Oui, mais non, ça c'est pas la convocation. Si, mais c'était pas. Ces deux documents. Moi j'ai mon mail là. Je vais vérifier, en fait, c'est moi qui dis. Non, mais on regardera après. Non, mais ceci étant dit, je la reçois. Donc, normalement, depuis la loi engagement proximité, tous les conseillers municipaux des villes qui dépendent de l'agglo reçoivent les documents de l'agglo. Moi, je les reçois. Voilà. Moi aussi, je le reçois. Donc, généralement, c'est un gros fichier zip. Et puis, Oui, non, et moi aussi, je le reçois. 50 documents. Ouais, j'ai tout imprimé. Voilà, ça fait partie de ce qui a été voté au mois de décembre. Il faut le dire aussi, quand il y a des avancées qui ne sont pas trop mal, il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils sont tenus de vous tenir au courant. Alors, vous ne recevez pas les bureaux, parce que les bureaux, c'est réservé au comité directeur, mais vous recevez comme si vous étiez conseiller communautaire. Voilà. Là, j'ai le mail que j'ai reçu, donc en date du 6 septembre, mais j'ai aucunement reçu l'ordre du jour. Donc le 6 septembre, tu envoies un mail pour dire que... Non, c'est ce que le 6 septembre, j'envoie un mail en disant voilà la prochaine date, parce qu'il m'avait voilà, demandé, celui-là, je l'ai. est-ce que tu peux me faire un mail Moi, je fais un mail, on bloque la date et après, t'envoies le truc au dernier moment. Mais moi, celui-là, je l'ai jamais reçu. Enfin, voilà, pour info. Ni l'aglo. Et ni la gauche, je reçois pas non plus. Peut-être qu'on n'a pas... Ah, je me suis dit que vous faites exprès. Non, parce que j'ai vérifié ton... je vérifie ton adresse email. Parce que moi, j'avais la première où il n'y avait pas le 2, là, tu sais. Mais en fait, comme je reçois la première, la convocation, je l'ai. Le fait qu'il y aura une réunion aujourd'hui, j'ai bien reçu du 6 septembre. Mais ceux de la mairie, je ne les reçois pas. Et on avait regardé ensemble de mémoire. Donc il faut qu'on revérifie. Il faut regarder tes indésirables, parce que moi tu vois, j'ai un mail de l'agglo aujourd'hui à 11h23, c'était dans les indésirables. Non, mais honnêtement, j'ai regardé mes spams parce que j'ai vu avec Philippe, il m'a dit vérifie bien. Donc je me suis permis de bien vérifier, je suis sûr de moi. Ok. Non, puis tu sois au courant des dossiers quand même. Faut pas que tu poses trop de questions après. Voilà. Moi, ça ne va pas gagner du temps à tous, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des questions? Oui, j'écoute. Alors, c'est une question qui vient de la coiffeuse qui m'a demandé si... Alors, moi, je suis mal placé pour ça, mais je te raconte. Moi, je ne suis pas très bien placé non plus. Elle m'a juste demandé si maintenant que la saison d'été est terminée, si
les employés communaux vont pouvoir Oui. remettre les bacs Oui. à fleurs. Alors je sais pas, c'est qu'elle m'a dit que je passais en mairie. Bah, c'est-à-dire que vous connaissez l'histoire de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai repris le dossier, donc en fait, il y a eu une autorisation de voirie autorisée de mise à disposition d'emplacements publics à titre gracieux, autorisée au fonds de commerce de la pizzeria. En février. Pardon? En février, juste avant les élections. Ouais, je ne voulais pas le dire, mais bon. Je le dis. Bref, on va pas chercher les noises, mais donc il y a eu ça, donc du coup j'ai effectivement annulé, donc ça faisait partie de la négociation, parce qu'il fallait aussi que je l'éloigne du château. Ouais. Donc du coup on va remettre ça à plat, maintenant que la saison est finie, on va définir la date, et effectivement je pense que je vais voir avec lui, parce que je ne l'ai pas prévenu, donc il faut que je parle, il faut que je définisse une date où il arrête de prendre les places de parking, on repousse les... Parce que moi, elle m'a dit que ça posait quelques problèmes pour les vieilles dames. Oui, non mais je suis d'accord, ma mère la première, elle m'a fait la réflexion. Oui, non, mais Mais comme en plus maintenant, je pense que dehors, ça va être un peu limité pour qu'ils fassent sur la oui, place. voilà, donc je pensais moi au 30 septembre arrêter, voilà. Pour reprendre au beau jour, voilà. Et ça, il faut que je définisse par arrêté, parce qu'il faut que j'arrête l'arrêté municipal qui est en cours. Voilà. Oui, donc vous pouvez lui dire que c'est bon. Oui, si je la revois. C'est une demande qui m'a été faite aussi par la Côte des Mines. Oui, je sais que c'est là. Voilà, une autre question? Eh bien, il est 22h19, le même horaire que la dernière fois, à la minute près, et je clôture donc ce conseil municipal. Merci à tous. Merci. Voilà.